la vision laïque, enfin la vision française de la laïcité, elle est évidemment, elle exerce une influence prépondérante dans le monde francophone, en tout cas à partir du centre droit, hein, j'ai envie de dire, Oui, oui. tandis que cette vision laïque percole très peu dans le monde flamand. D'accord. Où on n'est pas sur les principes, en fait. On est dans une approche beaucoup plus pragmatique en général, qui donc évidemment peut trouver facilement un écho, ou peut plutôt trouver une forme enfin, avoir une forme de sympathie pour la manière dont les pays anglo-saxons règlent la question. Oui. Qui est plus effectivement une approche pragmatique de se dire, bon ben voilà, comment est-ce qu'on règle les choses au cas par cas, en fonction des moments où les problèmes se posent, etc. Et du côté flamand, en tout cas dans les partis politiques, il y a une vraie séduction pour ce modèle des accommodements raisonnables, de, du communautarisme, etc., dont on ne voit pas toujours le danger. Alors, cette séduction, elle s'est exercée aussi chez dans certaines familles politiques dans le monde francophone, hein. Il y a aussi eu des tentatives, il y a une dizaine d'années maintenant, d'introduire les accommodements raisonnables dans Oui. la législation belge. D'accord. Mais ça a fait long feu, heureusement. D'accord. Là, ça n'a pas été accepté. Non, ça n'a pas été Alors, accepté, ça a vraiment suscité, je dirais, une levée de bouclier, mais ça n'a pas réglé le problème de fond. bah Donc, oui, on oui, n'a pas oui. de disposition dans nos textes légaux qui permet Forcément, d'introduire des accommodements c'est raisonnables. tout un ensemble législatif, hein, qui doit être mis en place. Oui, mais en même temps, des accommodements raisonnables, on en fait tout le temps. Je veux dire, Oui, sans le dire, on en fait. Vous voyez, quand on établit une loi de bien-être animal qui impose l'étourdissement préalable avant abattage, donc pour les animaux de boucherie, et puis qu'on dit que cette loi est valable pour tout le monde, sauf pour ceux qui ont une raison de ne pas vouloir étourdir les animaux pour des raisons religieuses, on voilà, je pratique vois, un oui. accommodement raisonnable. On ne le Oui, dit pas, mais c'est quand même de ça qu'il s'agit. on pourrait aussi parler d'hypocrisie quand même un peu. Oui, oui, mais c'est une hypocrisie qui est coulée dans la loi. Oui, Je veux oui, dire, la loi belge dit il faut étourdir les animaux, sauf si religieusement ça n'est pas possible. d'accord. Bon, donc, alors là, on vient de parler des différences d'appréciation qu'il peut y avoir entre la partie flamande et la partie francophone. Est-ce que vous trouvez les mêmes écarts au sein des générations? C'est-à-dire, vous savez que au sein du compagnonnage laïque, nous faisons très attention à des actions qui touchent la jeunesse. Et quand effectivement des études sont publiées, on s'aperçoit que pour plus de la moitié, je crois que Mm. ça doit être de 52% des jeunes, la laïcité, c'est un truc ringard, c'est un truc de vieux, c'est quelque chose qui vous empêche d'exercer votre religion, etc. Est-ce qu'on retrouve la même chose en Belgique? Oui, absolument. Et je pense que c'est lié à quelque chose qui est au départ sans doute très positif au sein de la jeunesse. Je crois que c'est quand on est jeune, on est particulièrement sensible à l'injustice, au témoignage individuel aussi, hein. Je veux dire, les jeunes sont très sensibilisés à la parole de ceux qui disent je ne suis pas reconnu dans mon identité, je suis discriminé, je ne me sens pas à ma place, etc., etc. On voit aussi à cet égard-là, tous les faits parfois pernicieux de toute une série de choses qu'on trouve sur les réseaux sociaux et qui sont vraiment fondés sur des témoignages individuels, hein. Et là, je parle vraiment beaucoup plus largement que simplement de questions de laïcité. On pourrait parler Mmh, de tout ce qui touche à l'identité, y bien sûr. compris la transidentité ou des choses comme ça. Et donc, ce que je constate chez la jeunesse, c'est souvent cette fibre qui consiste à dire, oui, mais on a là une parole, on a là un vécu qu'il faut pouvoir entendre. Oui, Et quand quelqu'un dit je ne me sens pas reconnu, je me sens discriminé, on ne veut pas de moi, etc., il faut pouvoir le reconnaître. Et je crois que c'est quelque chose d'assez compliqué de faire entendre à ces jeunes que ça n'est pas parce qu'on est ferme sur les principes qu'on n'est pas à l'écoute des vécus individuels. Ce voilà. sont deux choses différentes. Je pense qu'on doit pouvoir entendre que oui, certains individus se sentent
marginalisés, ostracisés, victimes, tout ce qu'on veut, et en même temps pouvoir continuer à dire, attention, qu'est-ce que c'est que la discrimination? De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce qu'on peut dire alors, une fois qu'on a élaboré une définition, par exemple, de la discrimination, est-ce qu'on peut dire qu'une loi qui est la même pour tous est une loi qui discrimine? Bien Et sûr. si on passe par cette étape-là, je pense qu'on peut arriver à faire évoluer les choses et à faire comprendre à ces jeunes qui sont pris dans des discours qu'on pourrait qualifier de victimaires, hein, qu'il y a quand même des choses à remettre en perspective, notamment aussi que notre pays, qu'il s'agisse d'ailleurs de la Belgique ou de la France, n'a pas la même histoire que l'histoire des États-Unis. Oui, Parce que bien c'est une sûr. chose que je constate aussi aujourd'hui, c'est qu'on est extrêmement influencé par toute la grille de lecture du monde, qui est une grille américaine. Mais les États-Unis se sont construits sur une inégalité raciale. Oui, D'abord sur la conception même de la race, qui est un mot horrible en français, oui, oui, tout on à avait fait. renoncé à utiliser depuis quelques décennies, j'ai envie de dire, en se Mais disant non, c'est qu'on voit abominable. ressurgir maintenant. Ah oui, oui, et qu'on voit ressurgir sous l'influence de toute cette production made in USA, hein, américaine, euh, et qui est logique dans le contexte américain. Oui, Parce que les Américains se sont construits sur une discrimination sur base raciale, qu'ils ont ensuite essayé de compenser par des actions positives de reconnaissance des différents peuples. Et donc, forcément, ils sont toujours, je dirais, coincés dans cette histoire de race. Mais nous, francophones, n'avons jamais été coincés là-dedans. Notre absolument. Oui, histoire, c'est oui. pas ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme, évidemment, attention, hein. Ah, on est bien clair là-dessus, oui. Mais en tout cas, il n'y a pas de racisme institutionnel, hein, ou de racisme d'État qui serait coulé dans le marbre, qui serait inscrit dans les textes, etc. Donc chez nous, le racisme est un accident, ça n'est pas un système. Oui, tout à fait. Alors, là, on a parlé de la Belgique. Vous avez déjà un petit peu élargi le sujet, puisque la laïcité est un débat qui existe en Belgique, vous venez d'en parler, mais qui existe évidemment en France et qui existe aussi au Québec, puisque récemment, suite au combat de certaines personnes, le Québec a introduit la notion de laïcité dans sa constitution. Donc, est-ce que vous retrouvez dans les différentes actions que vous pouvez mener ou dans les différentes réactions que vous avez des points communs avec ces pays? C'est-à-dire Mais en avec tout la cas, France, je pense, oui. évidemment, et en tout cas, ce que je regrette, c'est qu'on ne s'inspire pas plus du modèle québécois euh, pour se rendre compte de ces écueils. Parce Oui, qu'en fait, les Québécois sont allés très loin dans la reconnaissance des revendications religieuses, donc par le biais des accommodements raisonnables, jusqu'à se rendre compte qu'il fallait absolument mettre un point d'arrêt à faire une ces marche revendications arrière, oui, parce qu'ils n'en oui. sortaient plus. Et Oui, donc, tout ce débat et cette introduction aujourd'hui de la loi laïcité au Québec, elle est la résultante de tous les effets pervers des accommodements raisonnables. Et donc, et c'est logique évidemment, parce qu'en fait, ce qui sous-tend les accommodements raisonnables, c'est une idée extrêmement dangereuse qui consiste à dire que finalement, les revendications religieuses ont plus de poids que tout autre type de demande. C'est-à-dire que oui, le droit d'avoir sa religion a une influence beaucoup plus grande sur le vivre ensemble que toute une série d'autres choses. Donc quand on en vient à reconnaître à quelqu'un, par exemple, le droit de passer son permis de conduire avec un évaluateur du même sexe, parce que dans sa religion, ça n'est pas acceptable d'être dans une voiture enfermé seul avec quelqu'un du sexe opposé, on est occupé en fait à faire reculer l'égalité homme-femme sous prétexte de droit à la religion. oui, Et donc, alors, et si on voit aujourd'hui ce qui se passe en Belgique, c'est très intéressant aussi, c'est la question de la neutralité d'apparence pour les agents de l'État. oui, En fait, personne ne défend l'idée que les agents de l'État devraient pouvoir afficher leurs convictions politiques. oui. Or, dans la Constitution belge, il n'y a pas de différence entre les convictions politiques et les convictions religieuses. Ah oui, Donc, pourquoi est-ce qu'un agent de l'État aurait le droit d'afficher ses convictions religieuses et pas ses convictions politiques?
Donc, Oui, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'on est vraiment pris dans une logique où certains considèrent de plus en plus que quand quelque chose est religieux, en fait, il faut l'accepter parce que c'est comme ça. C'est tellement important pour la personne que total respect. c'est ça. Et c'est dans ce piège-là qu'ont été pris les Québécois avec les amendements raisonnables. Parce que vous aviez des gens qui voulaient ne pas travailler le samedi parce que leur religion le leur interdisait. On a dit, OK, accommodement raisonnable, pas de travail le samedi. Mais qu'est-ce que vous allez dire alors au jeune papa ou à la jeune maman qui est seule avec un enfant et qui dit, moi, je n'ai pas de solution pour le faire garder le samedi. Moi non plus, je ne veux pas travailler le samedi parce que ça ne m'arrange pas. Oui, Vous dites, ah, mais non, ça, c'est pas religieux. Donc, vous êtes occupé à instaurer en fait un deux poids, deux mesures. Quand c'est religieux, on peut. Si c'est pas religieux, tant pis. et oui. Donc, c'est extrêmement préoccupant et je ne comprends pas qu'on ne voit pas, ou alors certains le voient et le font pour des raisons strictement électoralistes, ce qui est encore plus embêtant, mais je ne comprends pas qu'on ne voit pas qu'en fait, ça nous mène en fait droit dans le mur. Oui, absolument. Alors, ma dernière question, ça sera sur le lien entre la laïcité et le féminisme. Comment voyez-vous ce rapport entre ces deux questions? Alors pour moi, il y a un lien évident. Alors, c'est toujours compliqué à expliquer parce que quand je dis ça, je me coltine toujours des réactions de gens qui disent oui, mais enfin bon, parmi les laïcs, il y en a quand même pas mal qui sont extrêmement, enfin des grands défenseurs du patriarcat et les premiers laïcs n'étaient pas du tout des féministes, etc. Et c'est vrai, Oui, mais absolument, mais ils n'ont pas tort. c'est tout à fait vrai. Mais par contre, ce que je pense, et là je reviens toujours à la définition que donne Henri Pénard-Ruiz de la laïcité, parce que je la trouve inégalable et indépassable, c'est ce retour à l'étymologie. C'est-à-dire la laïcité, c'est un terme qui est construit sur le terme laos. Le laos, Oui, c'est quoi? C'est le peuple. C'est dire tous les gens, tous les individus qui constituent un État sont pour l'État égaux en dignité et en droit parce que ce sont tous des membres du Laos. Même s'ils sont par ailleurs membres d'un clergé, ça ne compte pas pour l'État. L'État ne voit en eux que des membres du Laos. Et je crois que dans ce raisonnement, il y a en germe aussi l'égalité homme-femme, aussi l'antiracisme, aussi en fait le refus de toute discrimination. C'est-à-dire, pour l'État, on est tous des membres du Laos. Peu importe qu'on soit homme ou femme, qu'on soit homosexuel, hétérosexuel, qu'on soit noir, blanc, qu'on soit catholique, musulman, hindou, athée, sikh, on s'en fout. Et c'est ça qui est terriblement difficile aussi à faire passer aujourd'hui, c'est que quand je dis on s'en fout, beaucoup de gens se disent ah mais c'est pas bien de s'en foutre. Et moi je considère qu'au contraire, c'est extrêmement libérateur d'avoir affaire à un État qui vous dit ça ne m'intéresse pas. ah, Vous êtes voilà. qui vous voulez, vous faites ce que vous voulez dans votre vie privée. Moi, je vous envoie un citoyen ou une citoyenne. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, je dirais, comme message politique que de dire, moi, État, je ne ferai pas de différence entre vous selon vos croyances, vos affinités politiques, religieuses, votre couleur de peau, etc. C'est un formidable message d'émancipation et de citoyenneté, mais il est malheureusement aujourd'hui très difficile à faire passer parfois. Voilà. Ben, écoutez, ça, c'est un point sur lequel je vous rejoins totalement. Bien faire la différence entre la chose publique et puis tout ce qui relève de la conscience de l'individu privé et dans les choix qu'il peut faire. Nadia Gertz, c'est comme ça, je crois qu'on lit. Tout à fait, bravo. Merci encore, c'est toujours un plaisir de m'entretenir avec vous. Avec Il y a des plaisir. quantités de sujets qu'on pourrait aborder, mais là, le temps serait là trop largement dépassé. Merci. Je vous souhaite bonne chance dans vos différentes activités. Je vous souhaite Merci. aussi un très bon succès pour ce livre, Merci. dont on va faire avec nos petits moyens la promotion et encourager nos différents adhérents à le lire. Et je vous dis très certainement à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.